podcast, on va parler d'une facette encore méconnue du basket. On a traité des grands noms de la NBA des années 90. Maintenant, la question que nous, on a envie de se poser, c'est comment ces grands noms-là du basket ont fait pour arriver à ce niveau-là, aussi bien que ce soit mentalement et physiquement. Et à travers ce podcast, on va voir l'aspect formation des jeunes, comment les jeunes voient la chose, comment les jeunes se préparent ou comment sont-ils préparés à rentrer dans le game du monde professionnel. Et sur cette émission, j'ai Polo avec moi. Yo Polo, Yes. comment tu vas? Bah, ça va. Moi, je suis content parce que c'est vrai que c'est des discussions que j'ai beaucoup avec même des gens de la fédération. Donc, je suis super content d'être sur l'émission. Et l'autre personne avec nous, c'est notre invité. Et ce mec-là, il est particulier pour moi parce que quand j'étais jeune, c'est l'un des mecs qui m'a mis dans le droit chemin, basketement parlant, et puis même, c'est mon grand sûr, mon gars sûr, Monsieur Henri Lembe. Comment tu vas, Henri? Ouais, ça va, super, super. Merci de m'accueillir dans votre émission, c'est Bon, cool. bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Merci. Bon, alors Henri, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais, toi, dans le monde du basket? Alors, pour ceux qui me connaissent pas, ben, je suis Henri Lembe, ancien joueur professionnel. J'ai joué pendant beaucoup d'années, pendant au moins C'est vrai, un vieux 15 de la ans. vieille. Ouais, je suis vraiment un ancien. Je suis vraiment un Ouais. ancien. Donc, j'ai joué pendant 15 ans, j'ai joué un peu partout. J'ai joué en Suisse, j'ai joué un petit peu en Espagne, un petit peu en Allemagne. J'ai joué en France aussi, en National 2, en National 3. J'ai Mhm. commencé, j'ai pas fait de centre de formation, donc j'ai été Ouais. formé un petit peu nature peinture, comme on dit. Dans la rue. Et puis du coup, à la fin de ma carrière, ben, j'ai monté ma société qui s'appelle HL Basketball. Ok. Donc voilà, c'est une société de développement de basket, de joueurs. Et puis voilà, on a différents services, le coaching individuel surtout, le mentoring où c'est de l'accompagnement pour les joueurs. Et puis dernièrement, j'ai lancé des formations en ligne qui permettent Mhm. aux joueurs de progresser à distance, en dehors du terrain comme sur le terrain. Donc voilà, Ok, c'est bah un peu ça fait ça. beaucoup, hein. T'es Bon, un Hall of Famer, hein, ici, hein. Non, c'est vrai, ouais, c'est vrai. franchement. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'en discutais même quand j'ai posté là, ce matin dans ma story une de tes vidéos. Il y a pas mal de gens qui sont revenus vers moi pour me dire, ouais, Henri, il fait du bon boulot et tout. Donc, franchement, moi, c'est vraiment un honneur de t'avoir parmi nous ce soir, de discuter un peu sur la stratégie que tu mènes par rapport aux jeunes et aussi ta vision par rapport à la formation des jeunes qui est super importante. Mhm. Ouais, c'est sûr. Ouais, ben, Vas-y, totalement, Henri. parce que moi, ce qui m'anime surtout, c'est le fait que ben, moi, j'ai énormément galéré dans ma carrière, j'ai énormément galéré, que ce soit pour progresser, que ce soit pour avoir le bon conseil au bon moment, que ce Mhm. soit pour les opportunités aussi. Donc, ce qui fait que Ouais. ben, tout de suite, quand j'ai fini ma carrière, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait aider les autres, en fait? Et je pense que si j'ai galéré Mhm. autant, ben, c'est pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un vrai kiff de faire ce que je fais, même s'il y a beaucoup de boulot. Ouais. Juste avant, Henri, de revenir sur plus précisément sur ta structure, quand je Mhm. parle, toi, de la NBA de ton enfance, qu'est-ce qui revient pour toi? Alors, la NBA de mon enfance, qu'est-ce qui revient? Il revient ben, l'époque des Bulls. Il revient. J'ai beaucoup de joueurs en tête. Moi, j'étais plus joueur qu'équipe, on va dire. Ouais. Mhm. J'étais plus un admirateur des joueurs, en fait, de ce qu'ils faisaient Ouais. sur le terrain. Donc, Ok. ouais, j'ai beaucoup, beaucoup d'exemples, hein. J'ai énormément d'exemples. Je sais pas, les Sonics, j'ai aimé Ouais. Anthony Hardaway, c'était un de mes joueurs préférés. Enfin, toute cette époque des années 90 qui était pour moi la meilleure, en fait, parce que pour moi, Ouais. c'était du vrai jeu, un peu viril. Tu vois, il n'y avait pas autant de fautes techniques qu'aujourd'hui. Ouais. Bah, les gars, ils se mettaient vraiment sur la gueule et puis il y avait du beau jeu, quoi. Quand tu mettais 40 points, c'est que tu mettais C'est que t'étais vraiment vraiment 40 points, fort. quoi. Ouais, si, Exact, exact. je vois très bien ce que tu veux dire. Polo, t'as une question? Non, 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 mais c'est bien que tu dis ça, que rebondisse là-dessus. C'est que nous, c'est vrai qu'on a aussi on va dire des joueurs auxquels on a certains attraits. Moi, je suis, comme tu parlais Sonics, moi, je suis un très grand fan de Gary Payton, surtout parce que moi, au Mhm, début, moi, je venais du foot et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a donné envie de défendre dans le jeu. Donc, c'est vrai que exact. pour moi, c'est super important. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est une époque où les points
enfin, les points, il fallait aller les chercher. C'est vrai que maintenant, Exact. et c'est important que tu dis ça parce que même par rapport à la formation des jeunes, moi, ça me fait rigoler. Des fois, quand je vais jouer avec, des enfants d'amis, ils veulent tout de suite faire des 3 points, ils veulent tout de suite, tenter des choses spectaculaires. On leur dit: «Non, écoutez, d'abord commencez par la base, commencer près du panier, faire des progresser. Quand tu sais que tu es bon près du panier, tu peux aller plus loin» et ainsi de suite. Et c'est vrai que, bah, maintenant, c'est difficile de leur expliquer ça quand tu as pas vécu ces années-là. Donc, je suis Mm. c'est particulier. Tu as aussi le fait que bah, la NBA d'aujourd'hui est totalement différente de la NBA d'avant. C'est-à-dire Mm. qu'avant, le jeu était énormément basé sur le jeu intérieur, sur les appuis intérieurs. Donc on donnait énormément le ballon à l'intérieur. Maintenant, tous les intérieurs jouent face au panier. Il n'y a plus réellement de postes. Les meneurs sont plus réellement des meneurs. Il y a beaucoup de... les joueurs tirent de plus en plus loin. Après, c'est Mm. spectaculaire, c'est sûr, mais pour la formation, c'est tout à fait horrible. Ah ouais? Tu peux pas... Bah, justement, c'est bien que tu dis ça, Henri, parce que tu as utilisé le mot horrible. Pour moi, déjà, j'ai deux questions. La première, c'est, je sais que déjà, tu fais de la préparation mentale, tu fais de l'accompagnement, etc. Et tu fais aussi bah, des Mhm, workouts, tu proposes des workouts. Moi, la mhm, première question que j'ai envie de te dire, nous, voilà, on est tous dans le basket, on sait que n'importe qui, entre guillemets, peut se dire demain, bah, vas-y, bah, j'ai une petite expérience dans le basket, je vais coacher maintenant, je vais coacher, je vais faire des entraînements tarifés pour les plus jeunes ou pour d'autres. Déjà, la première mhm. question, donc, c'est toi, qu'est-ce qui, pour, selon toi, te différencie de l'approche d'un mec qui est dans ce délire-là, de juste te dire, bah, vas-y, demain, je vais coacher et je vais faire payer mes séances. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième Mhm. question, c'est, tu as dit que c'est horrible, la NBA d'aujourd'hui, la Mhm. NBA d'avant. C'est horrible de former les jeunes à cause de ce modèle-là. Pourquoi, selon Oh, toi, c'est horrible? Ça veut dire quoi pour toi? Que c'est plus difficile encore aujourd'hui d'être professionnel que avant? C'est... ok, donc déjà je vais commencer par ta première Ouais, par la question. première, ouais, ça fait beaucoup là. Déjà, comment moi je me différencie des autres? Déjà, je me différencie par rapport à mon expérience. Donc j'ai plus de 16 ans d'expérience en tant que joueur. Et Mm. après, derrière, en tant que coach, je me suis énormément formé. C'est-à-dire Ouais. que je ne me suis pas formé de façon régulière à la française parce que j'étais pas en France. Enfin, Mm. la plupart de ma carrière s'est fait à l'étranger. Donc j'ai énormément bougé. J'étais en Grèce, j'étais en Serbie, j'étais en Slovaquie, j'étais en Espagne. Je travaille beaucoup avec les Espagnols. Avec certains clubs, je travaille avec beaucoup de scouts. Donc ce qui fait que j'ai vu beaucoup, beaucoup de baskets différents en fait. Et puis Mm. moi, je pars du principe où je me dis que il n'y a pas forcément de mauvais coach. Et tout le monde peut s'improviser. Mais moi, je pense que c'est le joueur, à partir du moment où il tombe sur un vrai développeur, parce que tu as les trainers et les développeurs, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Tu peux avoir quelqu'un qui te traîne, donc il va dire, bon, voilà, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais un dribble entre les jambes, shoot. Ça, c'est un trainer. Un développeur, Mm. c'est quelqu'un qui va t'emmener sur un profil, qui va te faire évoluer d'une certaine façon, qui fait que tu vas plus développer un profil qui va plus se rapprocher du haut niveau. Donc, Ouais. on rentre beaucoup plus en fait dans les détails de la formation en fait. Donc, c'est un Ok. petit peu ça par rapport à ta première question. Ok. Maintenant, par rapport à ta deuxième question sur le fait que je trouve ça un petit peu horrible, c'est que, bon, au final, le truc, c'est que c'est pas forcément par rapport à la formation, c'est juste que c'est les exemples que les jeunes ont. C'est-à-dire qu'à Mm. partir du moment où tu prends Steph Curry en exemple, où tu prends Damien Lillard, qui sont des joueurs qui sont magnifiques, mais qui travaillent d'une certaine façon. C'est-à-dire que toi, tu vas pas te lever un matin et tu te dis, je vais commencer à shooter à 10 mètres, je vais shooter à 11 mètres. Déjà, premièrement, c'est rare que ton coach va te laisser le faire. Mhm. Ça, c'est Deuxièmement, sûr. si jamais, si jamais ben, tu as de l'adresse par rapport à ça, ben, ce qui est chiant, c'est que au final, ben, tous les autres aspects, en fait, les jeunes vont se concentrer sur cet aspect-là. Et pour eux, c'est ça qu'ils vont valoriser. Donc Mm. le fait de faire une bonne passe, le fait de bien organiser le jeu, le fait de contrôler le tempo, toutes ces choses-là, en fait, elles passent un petit peu à la trappe. Et moi, c'est ce qui me dérange un peu. Et c'est ce qui est D'accord. trompeur parce que si tu prends Damien Lillard ou Stephen Curry, c'est des gars qui sont hyper forts là-dessus. Mhm. Tu vois, Ouais. Genre, c'est que donc l'aspect voilà. flashy qui ressort, quoi. Que les gens veulent ressortir, Exactement. quoi. Oui, mais Ouais. souvent, comme tu dis, Mapenda, souvent le problème, c'est que
c'est aussi dans tous les sports, je pense qu'il y a des gens qui analysent ça et je pense que les jeunes en général, ils ont pas le recul pour faire cette analyse de avoir tous les fondamentaux pour être Totalement. une personne efficace sur le terrain et ça, moi, je le vois même on va dire même à tous les niveaux, hein. Moi, À tous les niveaux, ouais. j'ai pas joué à des très hauts niveaux et quand tu essaies d'expliquer ça aux jeunes, d'avoir des bonnes bases, des bons fondamentaux pour être un joueur de basketball qui va durer dans le temps, au début, ils comprennent pas trop et Foot. c'est dans tous les sports, même au foot, Il hein. y en a, ils disent, ouais, ils disent, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? C'est ça, il Mais faut le oui, dire. Ils disent ça. Ah, on te mais prend pour un vieux con. exactement. Mais Ouais, c'est ça. moi-même, quand je suis rentré dans les clubs, en vrai, on avait envie de jouer, on s'en foutait que le mec te donne un conseil pour être le meilleur passeur, le meilleur rebondeur, ou même des conseils de santé, c'est-à-dire que travailler sur toi-même pour pas avoir des pépins physiques ou quoi que ce soit. En vrai, toi, tu avais juste envie de jouer, donc tu te préoccupais pas de tous ces conseils qui sont au final, quand tu les prends, bénéfiques pour toi sur le long terme. Et c'est ça qui, Mm, je pense, qui est difficile à faire comprendre aux jeunes. Après, il y a des jeunes qui acceptent parce qu'ils savent dès le départ qu'ils veulent faire ça. Donc, ils se mm. préparent mentalement, comme je pense que Henri, je pense qu'il a des jeunes, quand il les reçoit, ils Exact. sont déjà préparés, ils se disent, voilà, moi, j'ai envie d'aller le plus loin possible. Donc, tous les Et ils conseils, mettent leur chance de leur côté, ouais, c'est voilà, et ça. tous les conseils qu'on va me donner, je vais les prendre à bras ouverts. Mais pour les autres, c'est difficile. Mm. En plus, ce qui est Ouais, intéressant, bah, excuse-moi Henri, dans le cas de vas-y. ta structure, quand on va sur tes réseaux, sur ta page Instagram, etc., tu as des extraits de vidéos. Et sur les séances que tu fais, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que, en dehors, qu'est-ce que je disais de travail, c'est ce que je disais tout à l'heure, pardon, un mec lambda qui vient, qui te propose de faire des workouts, moi, je l'ai déjà fait, par exemple, enfin, pas en tant qu'entraîneur, mais en tant que joueur, il va te Mhm. faire des choses assez basiques, du shoot, du move si t'es intérieur, etc., ou de travailler ton physique. Et toi, quand je regarde tes extraits, c'est que c'est des trucs que tu travailles même pas en fait dans un entraînement collectif, même quand tu es dans un centre de formation, sur des points Mhm. très spécifiques, tu sais, comme par exemple sur des dribbles de recul, sur la manière Mhm. de prendre un écran, sur l'analyse que tu dois faire avant de prendre en fait, chaque dribble, chaque action que tu vas faire, il faut qu'il y ait un but en fait. Et ça, Exactement. je trouve ça vachement intéressant et ça va nous permettre encore de passer à l'autre aspect du sujet. C'est toi déjà, comme tu t'as dit, tu as beaucoup voyagé. Mhm. Et, moi, de par mon expérience personnelle, j'ai connu la formation un petit peu française. Mhm. Et toi, pour toi, quels sont les bienfaits déjà de la formation française par rapport aux formations américaines, par exemple? On va revenir plus tard sur l'Europe parce qu'il y a aussi des choses à dire dessus. Bah, déjà, par rapport à la formation française, je trouve elle est bonne, elle est plutôt bonne. Mm, Maintenant, il y a un truc qui est clair, c'est que ben, on a un problème de moyens. Ça, c'est une mm, réalité. C'est-à-dire que si tu compares, allez, on va dire des U18 avec une high school, en high ouais, school aux États-Unis, ils ont 8 coachs. mm, Tu as 8 coachs et tu as des gens qui sont là juste pour donner un coup de main, en fait. ouais, En France, les centres de formation, la plupart, ben, tu as un coach, tu as le head coach, et ensuite, derrière, tu as un assistant. mm. Et des fois, c'est un bénévole, c'est pas toutes les équipes, c'est pas tous les centres de formation Oui, bien sûr. qui peuvent avoir un staff super élargi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc par Après, rapport à ça, ouais, vas-y, connu. c'est clair il y a déjà une grosse différence qui se fait, Mm. tu vois? Après, Donc pour toi, il après n'y a pas un maintenant, aspect aussi mental qui joue? bah, l'aspect mental, je te dirais oui et non. Je te dirais oui et non parce que au final, en France, on arrive quand même à sortir des joueurs. Après, Mm, moi, le seul problème que je vois là-dedans, c'est qu'en fait, ben, il y a des joueurs qui sortent, mais il y en a aussi beaucoup qui n'y arrivent pas. Parce que quand tu ouais, prends les chiffres, ben, on sait qu'il y a plus de 90% des joueurs espoirs qui signent ouais, pas de contrat professionnel. c'est vrai. Tu vois, donc qu'est-ce qu'on fait? Moi, la question à laquelle j'ai voulu répondre, par rapport à tout ce que je fais, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces 90%-là et comment est-ce qu'on peut aider les 10% qui arrivent à signer un contrat professionnel. Parce que, attention, tu peux signer un contrat professionnel, mais les chiffres, c'est quoi? Après la signature de ton premier contrat professionnel, au bout de 2 ans, donc généralement tu signes un contrat de 2 ans, au bout de deux Mhm, ans, c'est qu'est-ce qui ça. se passe? La plupart du temps, les joueurs, ils descendent d'une division. Voire de Et ça, deux, c'est même. une Mm, réalité, tu vois? ouais. Donc, moi, ce que je me disais, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Comment est-ce qu'on peut pallier à ça, en fait? Mm, Et donc, c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure des entraînements.
c'est hyper spécifique. C'est-à-dire Mm. qu'on pose un dribble, on sait pourquoi on le pose. On étudie chaque situation. On veut que Ouais, le joueur devienne intelligent. Je veux pas que. Ce qui m'intéresse, c'est pas que tu marques des paniers. Ce qui m'intéresse, c'est que tu comprennes pourquoi tu vas marquer des paniers, où tu dois marquer des paniers, que tu comprennes les spots, que tu comprennes les timings, que tu comprennes les ouvertures de passe, que tu comprennes le jeu, en fait. Et c'est ouais. ça qui fait que les joueurs qu'on a aujourd'hui, ils font des progressions qui sont fulgurantes. Mm. Voilà, un petit truc à rajouter? Non, mais tout ce qu'il a dit, c'est super important et je pense que c'est des points sur lesquels on n'appuie pas assez. Moi, enfin, tu vois ce que tu viens de dire là, la lecture, ça, même dans les autres sports, hein, dans le foot, dans les sports US, ça, c'est des points qui, dans le temps, sont archi importants. C'est-à-dire que quand tu arrives à lire les défenses, quand tu arrives à lire les attaques, quand tu arrives à lire les mismatchs, quand tu arrives à lire les prises à deux ou Totalement. les situations qui sont à ton avantage dans le jeu, ah bah ça te Mhm. facilite le travail. C'est-à-dire que quand tu es sur le terrain, tu peux être serein, tu n'as pas de stress, Mm. tu peux gérer les possessions avec tranquillité. Et ça, tu le vois avec très peu de joueurs, mais quand tu vois ces joueurs jouer, tu sens qu'ils apportent un plus à leur équipe. Mm. Et Totalement. c'est ça Ben, qui est fort. Paul, c'est exactement ça en fait. Le but, c'est de rendre le joueur le plus à l'aise possible. C'est pour Mm. ça qu'au niveau du stress, il y en a beaucoup qui m'appellent et qui me disent, en vrai, je stresse en match, je stresse en match. Généralement, tu stresses en match parce que tu sais pas ce que tu dois faire. Mm. Si tu sais Exactement. exactement ce que tu dois faire, tu connais tes styles de tir, tu Mm. connais tes situations, tu sais sur quelle situation tu marques, tu sais sur quelle situation tu es en difficulté. Automatiquement, tu arrives à mieux les appréhender. Donc, plus tu les travailles, ces situations-là, donc on va Mm. travailler la technique qui va te faire que tu vas arriver à appréhender ces situations. Donc, Mm. au fur et à mesure, forcément, le joueur devient plus à l'aise sur des choses qu'il est censé faire. Parce que tu as beaucoup de joueurs qui se perdent dans des entraînements. Et moi, j'ai été ce joueur-là qui s'entraîne, qui fait absolument tout et n'importe quoi. Avec un bon sentiment, hein. Mais Mm. ça reste quand même pas structuré, t'as pas de plan, tu sais pas où tu vas exactement. Et c'est très compliqué, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Et même, j'écoutais un de tes podcasts où tu t'en parlais. Tu prenais l'exemple de Kobe Bryant, par exemple. Kobe, Mhm, mhm. bah, pour nous, notre génération, même, enfin, pas toi, Henri, parce que toi, t'es trop vieux, mais les nôtres, là, mais pour nous, là, les mecs comme nous, là, nous, on a grandi avec Kobe. Et nous, quand on parle de Kobe, on parle de Mamba Mentality, etc., etc. Totalement, Et toi, totalement. dans un de tes podcasts sur ton site HL Basket, tu disais que Kobe, quelque part, il nous a menti parce que on sait que c'est Totalement. un bosseur. On sait que c'est un bosseur qui peut bosser des heures et des heures, mais on ne sait pas sur quoi il bosse. Et, euh, Totalement. et c'est vrai, bah maintenant, parfois tu retrouves maintenant des petites vidéos de Steph Curry, comme si par-ci par-là, des petits workouts, mais c'est Mhm. que des petites vidéos. Sur le fond, nous, c'est vrai qu'on aurait aimé savoir qu'est-ce qu'ils font ces mecs-là, tu vois. Bien Et, sûr. Mais toi, comment tu vois, comment nous, en tant que, par exemple, je me mets dans la peau d'un jeune qui veut devenir pro, aussi bien que ce soit en Europe, en France ou aux États-Unis, comment mhm, je peux faire, moi, pour aller au-delà de cette barrière que les joueurs ils mettent? Je sais pas si c'est une barrière ou c'est. Mais mhm. comment je peux m'en sortir? Comment je peux le savoir, tout ça? Mais déjà, le premier point, et tu en as parlé juste avant, c'est comment s'entraîner en fait. Mm. Parce qu'encore une fois, c'est sûr que, et c'est pour ça que je dis tout le temps à mes joueurs que sur Internet, tu vas sur Internet, si, pour les coachs les plus renommés, c'est-à-dire les Drew Hanlen, tous les coachs renommés, on va dire, Mm. ces cas-là, en fait, dans tout ce que tu vois sur tout Internet, sur tout ce que tu ne vois que, allez, 5% de leurs connaissances. Ouais, Donc, ils te font des vidéos qui sont assez kiffantes pour que tu continues à les regarder. Ils te donnent des informations qui sont assez intéressantes pour que tu continues à regarder. Mais en fait, tu n'as rien du tout, tu n'as que des brides. Donc, mm. généralement, pour ceux qui communiquent beaucoup, ils vont te mettre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Donc, en fait, il y a une reconstruction à faire. Si jamais tu veux vraiment étudier ce qu'ils font, il y a toute une reconstruction à faire. Il faut que tu repars sur telle vidéo. Donc, c'est un chemin, c'est un puzzle, le truc. Ouais, Donc, maintenant, le truc, c'est que moi, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis et de les voir faire. ouais. C'est-à-dire que j'ai vu comment Kevin Durant s'entraînait pendant tout un été. J'ai vu Mm. à Washington sur sa deuxième année ou sur sa deuxième année. Donc le KD. truc, c'est comment?
J'ai dit Non, Kobe. c'est une petite Ouais, piqûre parce qu'il y en a qui l'aiment pas trop dans notre podcast. Ils sont pas très fans, donc. non, en fait, moi, je suis obligé de respecter. En fait, quand tu le vois de l'intérieur, quand tu vois ce qu'il fait de l'intérieur, tu es obligé de respecter. Et le Mm, régime de travail que ce gars-là, il se met, c'est-à-dire que c'est des gars qui travaillent pas dans tous les sens. Ils savent ouais, exactement ce qu'ils travaillent. Tout est calculé exact, tout est calculé à la moindre minute, en fait. ouais, Et c'est pour ça que je dis dans mon podcast que Kobe nous a menti. Et il nous a totalement menti parce qu'il nous dit il fait 4 séances dans la même journée. Et ça, c'est vrai. mm, Mais est-ce qu'il nous a tout dit? Donc, dans les 4 séances, toi, tu vas te lever, tu vas faire 4 séances. Et il y en a en NBA qui ont essayé de faire ça. ouais, Et il y en a qui le disent, qui ont témoigné. J'ai essayé de faire son régime d'entraînement. Mais le ouais, problème qui s'est posé, c'est que tu ne sais pas ce qu'il fait. Donc, tu peux aller te réveiller à 2 heures du matin, t'entraîner de 3 heures à 5 heures, de 8 heures à 10 heures, de 14 heures à 16 heures et de 18 heures à 20 heures. Mais si tu ne sais pas ce que tu dois faire, si tu ne ouais, sais pas comment progresser efficacement, tout ça, ça ne sert à rien. mm, Tu vas progresser parce que tu fais beaucoup d'heures. Mais est-ce que tu vas progresser correctement? Est-ce que ton travail va être effectif? La réponse est non. mm. Et c'est pour ça Bah, que si tu regardes bien, à la fin de sa carrière, quand il a vu que c'était fini et tout ça, machin, ben, tu as vu, c'était le défilé des joueurs qui allaient le voir. Pourquoi? mm, Parce que c'est des mecs qui ont essayé de faire sa technique. Ils ont acheté le book. Tout le monde l'a acheté, le livre. Moi, je l'ai acheté. mm. Et après, je me suis rendu compte que, mais non, en fait, il n'y a rien dedans. Tu vois, il y a de la motivation, ça c'est clair et net. Mais en vrai, il n'y a rien de concret. Donc, Ouais, tu fais ça, tu joues à tel poste, tu fais ça. Et donc, c'est par rapport à ça que ben, moi, par rapport à ma formation, ben, je me suis basé sur ça. Je me suis dit, bon, ok, si tu es meneur, qu'est-ce que tu dois travailler? Bon, ouais, d'abord, tu dois être sur quel poste? Ok, est-ce que tu es déjà au bon poste? Parce que toi, Mapenda, tu es grand, tu mm, es en poste 5. Mais en réalité, en NBA, tu es en poste 4. Donc, si tu vises le très haut niveau, si on te fait travailler des moves de haut panier et compagnie, ben, en fait, tu travailles sur le poste 5 et puis sur le poste 4. ouais, Donc, tu vois, il y a il y a un petit décalage, en fait. Et je pense qu'en oui, France, on a beaucoup ce problème-là, en fait. Parce mm, en Italie, en Espagne, j'ai eu la chance d'aller travailler là-bas. En Italie, en Espagne, ils fonctionnent pas du tout comme ça. ouais. Bah, c'est peut-être là aussi le retard de enfin, je connais pas les chiffres au niveau des joueurs pros qui sortent, enfin qui sortent Ouais, il y pro, en a beaucoup plus qui sortent. après le cursus espoir. Mais par Ouais. exemple, tu vois, moi, ça, c'est un truc que j'ai toujours reproché, tu vois, à la formation française avec le recul. C'est que déjà, Uh-huh. tu es cantonné à un rôle et tu reviens souvent sur la notion de profil attractif. Et Mhm. est-ce que, Et le profil moi, je pense basique. déjà que, ouais, et basique, voilà. Est-ce que les centres de formation, ils ont aussi leur part de responsabilité parce que eux, ils te permettent pas de développer ce, parce que tu peux faire une carrière avec un profil basique. On en voit tout le temps. Mais est-ce que eux, ils ne te freinent pas déjà de base en te cantonnant à un rôle? Par exemple, tu es grand, tu es un peu costaud. Pour toi, tu dois pas apprendre à shooter. Toi, ton but, c'est de poser des écrans, mettre des rebonds. Bon, si tu as deux, trois moves à l'intérieur, c'est bon. Si tu es un shooter pur, on va pas développer ton dribble. On sait que tu as un bras à l'extérieur. Donc, tu vas Mhm. continuer que sur ce profil-là. Et pourquoi en France, en fait, on a du mal à. On arrive à sortir des joueurs, mais dans la masse, en fait, de jeunes qu'on forme, pourquoi on n'arrive pas à changer cette mentalité-là? Et même, je pense que Ben, même pour des. Enfin, Paul, toi, je connais pas ton cursus, mais quand tu joues même dans des clubs où il n'y a pas de centre de formation, je pense que ça doit être la même chose, non? Bah, le problème, c'est ce que tu dis, c'est que c'est vrai que le profil est très important en France. Après, je ne sais pas, moi, après, moi aussi, je suis allé en Espagne, mais je pense qu'en Espagne, c'est pas la même mentalité. Je pense qu'ils aiment réellement le basket. Et en vrai, comme l'a dit tout à l'heure au début Henri, je pense qu'il compte pour les Espagnols, c'est que le mec s'amuse et qu'il profite sur le terrain. Il soit content, comme l'a dit Henri, qu'il n'ait pas de peur. C'est-à-dire que quand il soit sur le Mm, terrain, il totalement. l'apprécie et il soit désinhibé. En vrai, quand tu fais du basket, tu prends du plaisir à jouer. T'es pas dans le mm, stress, t'es pas en train de calculer. Ouais, à part si t'es vraiment dans tes gros matchs en Euroleague ou dans des matchs de playoff, bien sûr que tu réfléchis aux possessions. Tu dis, bah là, si je laisse 24 secondes, si je laisse 10 secondes à mon adversaire, ça va être compliqué. Mais en vrai, quand c'est pas dans les moments chauds, tu prends réellement du plaisir à jouer. Tu essaies mm, de faire en sorte que tout vienne à toi et que ça soit facile. Et je pense que c'est là peut-être qu'il y a une différence, parce que moi, pareil, hein, moi à la base, j'ai joué deux, et en vrai, ils se sont rendus compte que comme j'étais rapide, je pouvais descendre en un
et que je pouvais apprendre les systèmes de jeu, comprendre un peu, lire un peu la lecture. Mais ça, c'est parce que en vrai, derrière, moi, j'étais content de faire ça. J'étais content d'apprendre parce que moi, je venais de la street, je faisais du playground et je voulais structurer un peu mon jeu, évoluer et pas juste être un joueur de playground. Je me dis, bon, faut que je travaille, il faut que je m'améliore. Et pour m'améliorer, il faut que j'aille dans une structure où on m'apprenne à jouer, à être un joueur compétent. Et Mm. c'est vrai que quand, au début, je suis arrivé dans le club, on m'a fait jouer deux parce que j'étais rapide et que je shootais un peu. Et le coach m'a dit non, si je te laisse en deux, tu vas pas travailler ton dribble, tu vas pas travailler les écrans, tu vas pas travailler les écrans retard et tout. Tu vas juste te cantonner à sortir des écrans et shooter. Il m'a dit non, Mm. non, 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 non. Descends au 1 et quand on va jouer réellement, tu vas regarder les jeux, tu vas être sur le banc et tu vas regarder les autres jouer. Au début, c'est frustrant. Tu dis, mais moi, j'ai envie de jouer. Il m'a dit non, non, non. Assieds-toi et regarde les autres jouer et tu vas comprendre. Mais Mm. ça, c'est parce que le mec, Mais, il a eu le mais, temps mais Paul, je peux aussi. rebondir sur ce que tu dis. Ouais, vas-y. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant en réalité. Parce que si tu regardes ta situation, par exemple, tu vois que tu es tombé sur un coach qui est magnifique, qui est super Mm. intelligent et qui voyait loin pour toi. Mais le Mhm. problème, c'est que même en centre de formation, beaucoup de coachs, Non, pas cette des fois, vision. ils ont des joueurs petits qui sont très très bons sur le scoring, qui sont très forts sur le scoring et qui les laissent sur le poste 2. Mais en Ouais. faisant ça, et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que j'étais très adroit à l'extérieur, j'étais capable de driver, mais C'est en vrai, même c'est temps, vrai. jouer sur le poste 2, tu regardes la proie aujourd'hui sur le poste 2, les mecs ils font un 98. Ils Mm. font entre 1,95 et 1,80 et 2 mètres. Donc concrètement, si toi tu développes le poste 2 et que tu fais 1m70, 1m80, 1m85, mais automatiquement tu vas taper le mur au bout d'un moment. Parce que physiquement, ben, tu vas tomber sur des mecs qui font 2 mètres. Donc tu vas devoir défendre sur des gars qui sont beaucoup plus grands que toi, un peu plus physiques. Et tu vas t'apercevoir que maintenant les meneurs font à partir d'1m70 jusqu'à 1m90, 95. Mm. Donc Mhm. automatiquement, tu vas être dans. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais. Et Et pour j'ai une l'aspect... Oui, vas-y. je pense Vas-y, avoir une Henri. explication aussi par rapport à la différence entre ce qui se passe en Europe. Enfin, moi, je vais parler des choses que je connais. Mhm. Donc, moi, je connais bien l'Espagne, je connais bien l'Italie. Donc, je vais parler de ces deux gros pays-là, en fait. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a une grosse différence, et nous, on ne le sait pas vraiment ici en France, c'est qu'il y a une grosse différence sur la formation. C'est-à-dire que en Italie, par exemple, quand tu recrutes un joueur, si tu as un centre de formation, moi j'ai travaillé avec la Roma, sur un centre de formation comme celui-là, quand ils recrutent un jeune, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un jeune à 13 ans, à 12 ans, à 14 ans, quand ils recrutent ce jeune-là, ils le recrutent pour 4 ou 5 ans. Donc ils lui font un Mm. contrat sur 4 ans, 5 ans. Et ce qui se passe, c'est que eux, dans leur tête, ils le prennent et leur formation, ça leur coûte 300 000 euros pour former un joueur. Donc automatiquement, ils partent sur. C'est plus un côté business, on bascule plus dans le business que dans l'associatif. Nous, en France, on est dans l'associatif. Tu viens, tu es bon, tu joues, on gagne, on perd, ceci, cela. À la fin, il y en a quelques-uns en espoir, il y en a quelques-uns qui signent, le reste, bon, tant pis, c'est pas grave. Alors qu'en Espagne et en Italie, ils forment pour vendre. Et c'est Mm. pas la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends un joueur et que tu veux et que tu l'as pris et que tu as dépensé de l'argent parce que tu investis sur ce joueur-là, donc tu investis 300 000 euros, bah à la fin, ben les mecs ils mettent les meilleurs coachs possibles pour pouvoir transformer ces joueurs-là en joueurs professionnels. Donc soit ils vont servir l'équipe première parce qu'ils ont été assez bons, soit on va les prêter pour qu'ils continuent à progresser à la fin de leur formation, on va les prêter en deuxième division, en troisième division, parce qu'on sait qu'ils peuvent revenir plus forts, ou soit on va carrément les vendre. Mm. Donc on va les vendre pour faire une plus-value sur les 300 000 euros qu'on a investis. Et nous, Ouais. on n'est pas du tout, en fait, on n'est pas du tout là-dessus. Donc Ouais, pour moi, c'est ça la grosse différence. C'est pour ça que eux investissent autant dans la formation. Donc nous, en réalité, on n'a pas réellement besoin. En France, on fait tourner les équipes. On c'est fait en ça. sorte de mettre en valeur un, deux, trois joueurs et faire tourner l'équipe pour gagner assez de matchs. Mm. Et même, moi, je pense qu'on peut même, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Polo, on peut voir ça dans tous les sports. C'est que, peut-être à la différence au foot où ils forment pour vendre vraiment, mais ils ne forment pas pour faire des vrais joueurs. Et quand je t'entends, Henri, j'ai l'impression que eux, ils forment aussi, ils mettent des moyens et ils forment aussi pour former des vrais joueurs qui peuvent être vraiment attractifs sur le long terme. Et maintenant, Ah, totalement. ouais, et maintenant, par rapport à la formation US.
Parce on entend Mhm. souvent que techniquement, en Europe, c'est meilleur, etc., ce qui peut être vrai. Mais est-ce que tu penses que l'aspect mental chez les Qataris, il fait vraiment qu'ils sortent les joueurs qui sont en train de sortir depuis des générations et des générations. Est-ce que c'est que le Mhm. mental pour toi? Parce que pour moi, en tout cas, à titre personnel, c'est pas possible que tu sortes chaque génération au moins 15-20 Hall of Famer. On peut pas mettre Mhm. ça que sur le compte du mental, même si le bassin de population n'est pas le même, etc. Comment t'expliques ça, Ouais, mais toi? moi, je vais te dire un truc par rapport à ça, c'est que déjà pour moi, il y a les États-Unis en termes de vivier, tu vois. Ouais. Pour moi, il y a les États-Unis. Ensuite, tout de suite derrière, il y a la France. Mm. Tout de suite derrière, il y a la France. Il n'y a aucun pays au monde, selon moi, qui a autant d'athlètes, qui a des athlètes qui sont aussi similaires que ce que tu peux retrouver aux États-Unis. Mm. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, en France, on aime bien se cacher derrière 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 certaines phrases, derrière certains trucs, tu vois. Donc, par rapport à ça, on aime bien dire que non, les Américains, ils sont plus physiques, ils sont plus ceci, non, mentalement, ils sont un peu plus forts. Le truc qui se passe, c'est que ben moi, le travail que je fais avec les joueurs, ben eux, ça fait 20 ans qu'ils font ça, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Travailler mentalement avec un joueur, ça fait 30 ans, ça a toujours existé. Mm. Le travail individuel a toujours existé aux États-Unis, ça a toujours existé. Après, c'est Ouais. parti en Espagne, ensuite c'est parti en Serbie, mais c'est des choses qui ont toujours existé. On a toujours Mm. développé les joueurs. Donc on ne les développe pas seulement sur le plan du jeu. Là où ils sont moins forts que nous, l'aspect tactique, pas technique, l'aspect Mm. tactique. Donc Ouais, les c'est très systèmes, différent. machin, ceci, cela. Eux, on leur apprend. Et dans la formation, quand tu regardes les matchs de high school, il n'y a pas vraiment de set, il y a pas vraiment de plays. Ils ne jouent pas Ouais, c'est du. réellement sur les Mm. systèmes. Donc, c'est du up and down, on défend fort, etc., etc. Donc, ils Ouais. ne sont pas formés pour ça. Par contre, ce qu'on leur apporte, c'est qu'on leur apprend depuis tout petit que c'est des tueurs, qui doivent être des tueurs, qui sont nés pour dominer, que quand ils arrivent quelque part, ils sont américains, donc ils ne sont pas comme les autres. Donc, quand Mm. tu arrives dans une équipe, tu es censé être le go-to guy. Donc, les Ouais. petits ont ça depuis super tôt dans la tête. Alors que Ouais. nous, en France, on nous dit, bah, écoute, il faut respecter les règles, il faut respecter le système, il faut respecter ce qui a été mis en place, machin, tu as tel rôle, tu ne peux pas sortir, etc., etc. Donc, eux Ouais. sont beaucoup moins sur les rôles, mais au niveau technique, ils travaillent énormément. Ouais. Donc, ce qui Bah, fait tu sais, comme quoi, qu'au c'est une final, légende, hein. ils Ouais. arrivent à combler le gap. En fait, ils arrivent à combler le gap sur la tactique. Ouais. Donc, au début, ils sont très bêtes. Et tu le vois des fois quand il y a des joueurs qui sortent de l'université et qui arrivent en proie, ils sont totalement perdus pendant 3 4 mois. Ouais, c'est ça. Et Ouais. ensuite, ils Même en commencent à pick NBA, hein. up les systèmes. Exactement. Et ensuite, ils Mm. commencent à pick up les systèmes, ils commencent à comprendre. Et ensuite, ils arrivent à s'exprimer. Et quand ils s'expriment beaucoup mieux qu'un joueur qui a tout le temps été bridé. Mm. Donc, C'est... donc pour moi, la différence, elle est aussi un peu là. Polo, t'as un truc à rajouter? Non, non, mais totalement, totalement. Et c'est vrai que moi, en fait, je regarde souvent, parce que j'achetais souvent le magazine Slam quand j'ai commencé le Mhm. basket. Et c'est vrai que moi, la question que je me posais souvent, c'est que les gens étaient super athlétiques, mais moi, je pose toujours la question, mais en fait, ces gens-là, est-ce qu'ils ont des fondamentaux? Est-ce qu'ils shootent? Est-ce qu'ils font des écrans? Est-ce qu'ils font des trucs? Et en vrai, il y a un jour, un mec qui m'a envoyé un commentaire sur le net, il me dit, mais pose-toi la vraie question. En vrai, ça les intéresse pas de poser toutes ces conditions, de poster, de faire des écrans, de savoir shooter, puisqu'ils sont athlétiques. En vrai, comme ils ont la puissance physique, ils se contentent juste d'aller au panier. Après, quand ça va devenir difficile, qu'on va leur bloquer l'accès, un peu comme avec Antetokounmpo, qu'on va leur bloquer l'accès au panier, bah là, par contre, ils devront réfléchir à comment faire pour trouver un moyen de marquer. Mais en vrai, avant, si tu roules sur les gens, t'as pas besoin de poser de questions, puisque tu es plus physique que les autres. Tu les Mm. drives, tu les postes, tu leur donnes dessus. Tu ne te poses pas réellement de Totalement. questions. Et Mm. le jeu est fait pour ce jeu-là, en fait. Parce que C'est tu ça. parles d'Antetokounmpo. Antetokounmpo en France, en Europe, en Espagne, il n'aurait pas pu jouer. Il n'est Ouais. pas assez technique. On l'aurait mis dos au panier, il n'est pas assez technique. Il aurait été forcé de développer sa technique. Moi, NBA, il n'est pas obligé. Il va vite, on lui donne le ballon, il est assez, il a de la dextérité, donc, et il est très, très athlétique. Donc, il arrive à faire la différence dans ce jeu qui est totalement ouvert. Donc, tu vois, Mm. encore une fois, ben, eux, ils en ressentent pas forcément le besoin parce que de toute façon, leur jeu, tu pars de petit, c'est-à-dire de l'école élémentaire jusqu'en NBA, mais le jeu est ouvert. Il n'y a pas de jeu fermé comme on a du jeu fermé en Europe
Donc, c'est des choses qu'ils ne développent pas. Ils le développent si vraiment ils sont obligés. Ouais, c'est Ouais, ça. Hmm. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui connaît l'univers des deux façons de faire, on va dire. Mhm, Maintenant, Henri, enfin maintenant, toute autre chose, moi j'ai envie de te poser. mhm. Sur la période des années 90, je te Ouais. parle vraiment, excusez-moi, en NBA, vu qu'on est quand même sur Team Duncast. Toi, quels sont pour toi les cinq mecs qui pourraient le plus inspirer les jeunes, aussi bien dans le mental, en dehors de Jordan, parce que bon, sinon c'est trop facile, en dehors. Parce que là, il n'y a pas de discussion. Ouais, voilà, en dehors, parce qu'en fait, sur Team Duncast, c'est pour ça que tu vas comprendre pourquoi je dis ça, parce que sur Team Duncast, on parle souvent de joueurs qui ont eu des échecs, qui ont réussi au final ou pas tous, qui n'ont simplement pas réussi aussi. Si tu enlèves Jordan, pour toi, dans la NBA old school, 90, fin des années 80 jusqu'au début des années 2000, quels sont pour toi les cinq joueurs sur qui les jeunes actuels doivent s'appuyer, aussi bien en termes de basket, mais aussi bien en termes de mental? Pour toi, c'est quoi les noms qui doivent ressortir pour toi sur cette période-là? Bah, en fait, ça dépend. J'aime pas trop donner des noms comme ça parce que, tu sais, ça dépend de qui tu es, en fait. Parce que moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes joueurs, c'est que tu regardes pas. Moi, j'aime pas regarder tout le monde. Je regarde tout le Mmh, monde aujourd'hui parce que c'est mon boulot. Mais j'aime mmh. pas que mes joueurs regardent tout le monde. Parce que si tu Ah, es mais si maintenant tu et tu devais dis, faire un 5 ouais, tu majeur, tu vois. vois, pour que tout le monde s'y retrouve Ah, niveau ok. poste. Mmh. Ah, niveau 5 majeur, allez, je te dirais Magic Johnson à la main. Ouais. Ça, c'est un classique. Je te dirais, allez, sur le poste 2. Ah, sur le poste 2, c'est compliqué quand même, hein. Ouais, poste 2, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Ah, vu que tu me dis les Drexler? années 90, je te dirais Kobe. Ouais. Oui, c'est Je te vrai, c'est dirais fin des Kobe années. sur le poste 2. Sur le poste 3, je te dirais Scotty. Ouais, c'est vrai. Scotty Pippen, two-way player. La défense, l'attaque, le fait d'être versatile, de monter la balle, enfin de savoir tout faire. Enfin bref. Ouais. Voilà, sur le poste 4, elle est super compliquée ta question. Euh, ouais, sur le poste 4, je te dirais Tim Duncan. Ouais. Peut-être, ouais. Ouais, je te Mm. dirais Timmy. Ouais. Ou un bon Barclay aussi, ça me ferait pas de mal. Un bon Barclay Mm. aussi, c'est pas mal, hein. Après lui, l'approche mentale, il Après, n'a pas toujours été top, hein. Mais bon, c'est un immense champion. ouais, On c'est a traité en sûr. Ouais, c'est podcast, sûr. mais Après, les gars, c'est une autre époque. ouais, C'est une autre c'est vrai. époque. Ouais, après, sur le poste 4, sinon, un Olajuwon et Shaq, je peux Ouais, pas, tu vois. ouais. On peut pas. La Je suis d'accord dominance, tu avec peux pas. toi. Tu, Mm. tu vois ce que je veux dire. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ok, Donc, d'accord. ouais, ce serait peut-être ces joueurs-là, on va dire. Mm. Ok, Henri. Bah, écoute, Henri, encore une fois, grand merci de nous avoir répondu à notre invitation. Je Ouais. rappelle aux Bah, gens c'est qui nous normal. écoutent que tu fais de la préparation aussi bien technique, physique, mentale, accompagnement pour les jeunes, mais même pour des pros aussi, on l'a pas dit, mais on l'a pas souligné, mais il y a même des pros qui toquent à la Exact, j'ai porte. pas mal de joueurs pro. Ouais. Ouais, donc ta structure, elle s'appelle HL Basketball, tu as un site internet, hlbasket.com, tu me dis, HLbasketball.com. ouais, tu as une page Instagram, Exact. on peut te trouver Mm. sur Facebook. Je vois qu'il y a Ouais, pas mal de jeunes des cursus qui sont en centre de formation ou même dans la région parisienne qui viennent te voir et on les encourage totalement. vraiment à continuer à venir te voir parce que moi j'ai joué avec toi à titre personnel et je sais que Ouais. Quelle année t'es en plus. hein? T'as dit quoi? Et quelle année en plus. Ah oui, quelle année en plus, franchement, on a lavé mon nom ici, je pars. Ah ouais, là, là. Il a réglé des gens. Moi, je peux dire Henri, il a réglé des gens. Mais enfin, bref. En tout cas, allez voir. Il fait franchement du très bon contenu, du très bon boulot, facilement accessible. Donc encore une fois, merci à toi, Henri, de nous avoir répondu à notre invitation. Bah, il n'y a pas de souci. Merci à vous pour l'invitation. Franchement, c'était un vrai plaisir. J'ai pris beaucoup, Ouais. beaucoup de plaisir. Et puis ça fait du bien aussi de partager un petit peu, partager un peu avec des passionnés aussi, parce que je suis des fois assez dans mon truc, un peu dans ma ligne. Donc, des fois, Mhm. ça fait du bien aussi d'échanger. Donc, c'est cool. Ouais, Ok, ouais, ouais. et tu reviens quand tu veux, surtout.
Avec Bah, il n'y a plaisir. pas de souci. Vraiment, Il n'y a vraiment, pas de souci. comme tu disais, franchement, c'est agréable aussi d'avoir le point de vue d'un technicien et d'aussi Mhm. comprendre, tu vois, nous, enfin, on va pas dire qu'on est des génies, mais c'est vrai que comme on aime le sport, on essaie de le pratiquer de la meilleure façon. Et c'est vrai Mhm. avec les meilleurs conseils et avec les bons fondamentaux, bah, ça devient déjà plus simple d'en profiter, et surtout d'en profiter longtemps. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant le podcast, mais il peut arriver aussi quand tu es joueur d'avoir des blessures. Et c'est vrai que quand tu es confiant par Exact. rapport à ce que tu fais et comment tu le fais, tu peux revenir plus facilement dans le game que Ah, quand totalement. tu es tendu et que tu dis, bah merde, maintenant c'est terminé. Moi, par exemple, à ma titre personnel, là, je me suis fait le tendon d'Achille, je me suis fait le tendon d'Achille il y a quelques mois. Ah ben, c'est plus confiant de revenir quand tu sais comment tu maîtrises ton jeu que quand tu sais que tu es blessé, tu dis putain, mais comment je vais retrouver un contrat, comment je vais, Bien sûr, même sans contrat, mais comment je vais redevenir une personne qui profite du jeu, qui aime jouer. Donc c'est sûr que quand totalement. mentalement tu es prêt et que tu connais ton affaire, ah bah c'est plus simple. Mm. Ah, largement plus simple, c'est clair. Et c'est super important ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se blessent. Donc, j'insiste aussi là-dessus. C'est très important de faire tous les checkings médicaux, de Bien Mm. soigner les évidemment. dents parce que souvent on a des douleurs au genou. Et je disais ça dernièrement en story sur mon compte Insta. Et souvent on a des douleurs au genou, on a des douleurs aux chevilles. En fait, ça vient des dents. Donc ça, c'est des trucs, Mm. et se faire masser les mollets, c'est très, très, très important. Mais ça enlève les douleurs de cheville. Donc il y a plein, 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 plein d'aspects, en fait. Et c'est clair que quand on est blessé, savoir déjà comment est-ce qu'on peut rebondir, surtout après un tendon d'Achille, par exemple, Mm. de savoir comment est-ce qu'on peut réajuster tout son jeu, parce qu'on joue forcément différemment. Et Mm. donc il y a plein, plein de choses à faire. Et puis, faut vraiment faire le job, quoi. Donc C'est voilà. ça. Bah, écoute, encore merci et puis vraiment au plaisir d'échanger avec toi sur des prochains podcasts, que ce soit dans la technique ou dans la formation des jeunes, ça sera toujours avec plaisir. Bah, il n'y a pas de souci, merci à vous. J'en profite une dernière fois pour dire que ma formation en ligne de comment devenir un basketteur taillé pour le haut niveau, elle est sortie. Et c'est pas cher, c'est 48 euros. J'ai mis énormément de contenu à l'intérieur. Mhm. C'est vraiment quelque chose de super carré. Il y a des super retours. Donc faut pas hésiter, quoi. Donc Faut aller voilà, acheter ça, les gens. Hein. Faut aller acheter. On va c'était ma petite soutenir. promo. Voilà, mais t'as raison. Bah, Après, bien sûr, bien il sûr. faut vivre hein, aussi. Hein. C'est bien Ah, c'est bien le sport, la passion, mais après, il faut exactement. aussi que ça fasse tourner, on va dire, parce que je pense que quand on donne aussi, il y a un retour. Et puis quand on le donne bien, forcément, le retour aussi, il est propre. Donc, Exactement.